Bonjour YouTube, bienvenue sur cette VOD des questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes en direct du Sénat, nous sommes le 18 juin 2025, il est 15 h plus quelques minutes, le Sénat a un peu de retard mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, on sort d'une séance assez chaude à l'Assemblée nationale. Certainement que cette séance au Sénat va être chaude. On devrait parler de politique internationale, on devrait parler d'écologie, on devrait parler de retraite et certainement d'autres sujets. 16 questions sont prévues à l'ordre du jour, 2 minutes par intervention, tant par sénateur que pour le gouvernement et le droit de réplique pour chacun. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé et ont commenté, ont participé à la dernière VOD. Et pour celles et ceux qui découvrent, comme ceux qui sont déjà là, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner pour continuer de voir plus de formats politiques. La séance est ouverte. N'hésitez pas à me dire pour le son. Ah, reprise carrément. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous allons aborder les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle à chacun la nécessité Tu vas pas m'oublier. à la fois des uns et des autres et du temps de parole. Ah, je me fais carrément squeezer. J'excuse le Premier ministre qui devra quitter le Sénat vers 15h15 en raison de la convocation par le Président de la République d'un Conseil de défense et de sécurité nationale à l'Élysée cet après-midi. J'ai le plaisir de saluer la présence en tribune d'honneur d'une délégation du Majlis Al-Choura d'Arabie Saoudite, conduite par son Excellence M. Mohammed Al-Houmeydi, président du groupe d'amitié Arabie Saoudite-France. La délégation est accompagnée par notre collègue Olivier Cadic, président du groupe d'amitié France-Pays du Golfe, ainsi que par notre collègue Mireille Comte-Jobert, présidente déléguée pour l'Arabie Saoudite. Elle s'est entretenue ce midi avec le groupe sénatorial d'amitié. En votre nom à tous, je souhaite une cordiale bienvenue à la délégation saoudienne au Sénat de la République. Un excellent séjour en France en ces temps troublés, je dois le dire, dans l'ensemble du Moyen-Orient. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes retransmis sur Public Sénat. Et je vais donner la parole à notre et sur la chaîne Twitch de Saslil, le président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. Le président du groupe écologiste au Sénat, et donc c'est François Bayrou qui lui répondra. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à Kiev, à Gaza, à Téhéran, à Tel Aviv, le fracas des bombes résonne et le sang coule. Les victimes, notamment civiles, se comptent par milliers. Depuis 2022, sous la pression des empires, des nationalismes et des fous de Dieu, l'horreur de la guerre a ressurgi dans toute l'Eurasie. Dans ce chaos mondial, la France et l'Europe ne doivent avoir qu'un seul cap: la défense du droit international, la souveraineté des peuples et l'équilibre entre les puissances. Au nom du droit, nous dénonçons l'agression russe et réaffirmons notre soutien plein et entier à l'Ukraine, représentée par le président de sa Rada, Ruslan Stefantchouk, que je salue. Qui est à l'Assemblée nationale en ce moment. Au nom du droit, nous dénonçons la détention d'otages par le Hamas et les Mollahs. Au nom du droit, nous dénonçons le génocide à Gaza et la colonisation de la Cisjordanie. Au nom du droit, nous dénonçons le non-respect par le régime sanguinaire iranien du traité de non-prolifération nucléaire. Au nom du droit, nous dénonçons la guerre préventive déclenchée hors de tout cadre multilatéral par Israël contre le régime des Mollahs qui menace de dégénérer. Il n'est plus acceptable d'être mis devant le fait accompli par le bellicisme israélien et l'ératisme de Trump qui ne propose aucune issue politique et torpille 2 rencontres diplomatiques essentielles. Comme en 2023 avec l'Irak, la France doit affirmer son refus du manichéisme et la loi du plus fort. Face à l'impunité de Netanyahou qui engendre le chaos, elle doit sortir du laxisme et de l'inaction. Nous devons prendre des sanctions économiques, cesser nos coopérations, appliquer les mandats de la CPI et reconnaître enfin l'État de Palestine. Nous devons appeler au cessez-le-feu et à des négociations pour une solution à 2 États et un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Monsieur le Premier ministre, le « en même temps » diplomatique de la France est insupportable. Face à vos atermoiements, nous exigeons à nouveau la tenue d'un débat 50-1 au Parlement sur la situation au Moyen-Orient. Répondez-moi.
Et à partir de maintenant, je vais mesurer le temps de parole du Premier ministre. Voilà, avant je le faisais pas, maintenant je vais mesurer son temps de parole, même s'il n'a pas de limite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Et je vais faire une sénateurs, prédiction pour Twitch. Monsieur le Président Gontard, avant toute chose, je veux m'excuser auprès de vous parce que je vais être obligé de quitter le Sénat, le Président de la République ayant convoqué un Conseil de défense et de sécurité nationale sur les événements que précisément vous évoquez. Je cherche Monsieur Gontard du regard, pardon, sur les événements que précisément vous évoquez. Alors je vais vous dire des choses très simples. La France est attachée au droit, elle est attachée aux principes humanitaires et elle est attachée au bon sens. Et donc, les conclusions auxquelles nous arrivons, auxquelles le gouvernement arrive, elles sont très simples devant le constat d'un monde dans lequel la force de la loi a été remplacée par la loi de la force. Ça a commencé en Ukraine, et la guerre qui se développe en Ukraine et qui frappe le malheureux sol ukrainien, comme vous l'avez indiqué, cette guerre-là, elle est nourrie par un certain nombre d'États. J'ai lancé la prédiction. Est un de ces États qui arme la Russie avec des drones dont nous savons, hélas, le malheur et la mort qu'ils portent en Ukraine. Il y a l'autre théâtre de fixation de notre souci et de notre préoccupation, c'est évidemment le Proche et le Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, la France et le gouvernement français et le président de la République ont exprimé à différentes reprises ce qu'était pour nous le caractère inacceptable de ce qui se passe à Gaza, avec une population tout entière soumise à la famine, à l'absence de ravitaillement médical et à des contraintes que le sens humanitaire ne peut pas accepter. Ce qui se passe en Iran est complètement différent, sans que nous puissions du tout considérer que c'est normal ou acceptable. Mais ce qui se passe en Iran, c'est que toutes les organisations internationales chargées de la surveillance et de la lutte contre la prolifération nucléaire, ces organisations internationales ont dit attention, l'Iran est à quelques semaines, peut-être à quelques jours, d'avoir enrichi suffisamment de matières fissiles pour que on se trouve devant le risque immédiat de bombes nucléaires. Or, l'Iran a dit à de multiples, j'allais dire innombrables reprises, que le but de son armement nucléaire, c'était de détruire Israël. Et donc, si on essaie de réfléchir en se mettant à la place des gouvernements, le gouvernement israélien, je comprends qu'il ait eu un souci énorme à voir à ses portes un risque aussi considérable que celui-là qui menace sa survie. Que fait la France ? Ben, vous le savez, à Gaza, elle dit vous ne devez pas aller plus loin, il faut rendre la liberté de circulation, il faut rendre la liberté d'approvisionnement à Gaza. Et en Iran, elle appelle, comme c'est diplomatiquement l'expression, à la retenue, en sachant très bien les risques immenses qui sont en train d'être courus par la paix du monde et dans cette région par une déstabilisation de très longue durée. La France défend ces principes-là en sachant très bien devant quel risque nous sommes, en mesurant ce risque et en décidant de joindre nos efforts, comme le président de la République le fait depuis des jours, à tous ceux des pays du monde qui souhaiteraient que l'équilibre et le calme reviennent. Voilà la politique française, elle respecte les principes, elle respecte les lois internationales, sauf pour ceux qui ont décidé, ou en tout cas sans fermer les yeux sur ceux qui ont décidé, eux, de ne pas les respecter. Je vous remercie. Désolé, j'ai eu un petit problème de timer pour... La parole est à notre collègue Dominique de Legge pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues,
Selon les déclarations récentes du président de la République, la France souhaiterait affecter 3 à 3,5% de son PIB à la défense. Madame la ministre, comment comptez-vous vous y prendre et à quelle échéance entendez-vous atteindre cet objectif compte tenu de la situation financière du pays? Bon, une question qui va à l'essentiel. Pour vous répondre, la parole Comment est à qu'on la fait? Ministre déléguée Patricia Mirallès. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Delettre. Je vous prie d'excuser le ministre des Armées qui est retenu par d'autres engagements au Bourget. En 2024, ces 47,2 milliards d'euros de crédits étaient prévus en loi de finances initiale conformément à la LPM. Ce sont au total 49,3 milliards d'euros de crédits de paiement qui ont été dépensés en incluant les ressources extra-budgétaires et les ouvertures de crédits en fin de gestion. Pour 2025, 50,5 milliards d'euros sont prévus. Mais la motion de censure et la mise en œuvre des services votés pendant 2 mois ont retardé le passage de certaines commandes. Au lieu de les passer à partir de janvier, la Direction générale de l'armement n'a pu engager qu'à partir de début mars, ralentissant donc sa capacité à contracter. Mais le gouvernement ne pouvait engager de nouvelles dépenses qu'avec l'autorisation du Parlement. Monsieur le sénateur, ce retard est en passe d'être rattrapé. La moitié des crédits d'équipement gelés en début d'année ont été libérés en avril et consommés par la DGA. L'autre moitié le sera d'ici fin juin. Nous aurons donc un dégel intégral. Pour les commandes, le rattrapage progresse. Nous avons déjà atteint 3,2 milliards de commandes contre 4 milliards d'euros à la même date en 2024, malgré les 2 lois de service votées. En termes de paiement, nous en sommes à 10 milliards. L'an dernier, nous en étions à 9 milliards. Les équipements militaires prévus sont donc commandés et livrés. C'est ce qui compte. Vous dire qu'il est évident, monsieur le sénateur, que la LPM sera respectée et qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Et il est évident que les déséquilibres du monde s'accentuent. Avec le ministre, sous l'autorité du Premier ministre, nous travaillons à adapter encore mieux notre outil de défense à ces menaces. Soyez-en sûrs. Elle n'a pas répondu à la question. Elle a dit que c'est dans le PLF. Monsieur le Président, mais Madame la ministre, je crains que vous n'ayez pas répondu à ma question. Ah bah je suis pas le Je seul. vous ai posé la question suivante. Quand et comment atteindrons-nous les 3%? Bah oui. Et vous me répondez sur l'exécution du budget. Bah oui. Je crois que l'Assemblée, de ce point de vue, est suffisamment informée. J'en conclus donc que cette perspective deviendrait en quelque sorte un secret défense. C'est dommage. Salut Croix-Haut. Deuxième observation, et vous n'avez pas du tout répondu sur ce Mais point-là. ouais, elle n'a pas répondu. Ce sont les crédits reportés. Nous sommes passés de 3,8 à plus de 8 en 2 ans. Oh la Il me vache. semble que vous pratiquez plus la cavalerie budgétaire qui relève de la fuite en avant et de l'évitement que de la cavalerie militaire qui est l'art de la manœuvre. Et donc, Madame la ministre, je crois qu'il faut s'en tenir à ce qu'a excellemment exposé le Premier ministre dans une conférence de presse où il disait que la vérité Excellemment et Premier permet ministre. d'agir. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur la situation, de dire la vérité au Parlement et de prendre les bonnes décisions. Je vous remercie. Oh, et pas qu'au Parlement, hein, d'ailleurs. Mais bon, comme quoi je suis pas tout seul. La Hein, parole qui est est- à notre collègue j'ai compris Bernard Lepage, que- du groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la qui parole. répondait pas. RDPI, les macronistes du Merci, Sénat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. Le 5 juin dernier, le Conseil de l'Union européenne a acté le déclassement du loup qui passe de statut d'espèce strictement protégée à espèce protégée dans le cadre de la Convention de Berne. Cette décision a été saluée par de nombreuses associations d'élus de montagne et bien évidemment par les éleveurs qui n'en peuvent plus de voir leur travail anéanti, leurs bêtes tuées, leur quotidien miné par l'impuissance. Cette décision vise à donner aux États membres une plus grande marge de manœuvre pour adapter leur politique de gestion des populations de loups, tout en tenant compte des difficultés croissantes rencontrées par les éleveurs, notamment en zone de montagne. En France, une adaptation législative est en cours à travers la loi d'orientation agricole qui prévoit déjà certaines dérogations encadrées pour les tirs de défense. Cette évolution du droit européen
impose désormais une transposition dans le droit français pour en assurer la pleine effectivité. Elle soulève néanmoins des interrogations sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre. Ma question est donc simple. Quelles sont les intentions du gouvernement quant à la transposition de cette décision européenne? Quel calendrier, quels moyens et quels critères encadreront l'évolution du cadre juridique national relatif à la gestion du loup? Bon, forcément, on est au Sénat, la Chambre des territoires, donc une question sur les territoires. Alimentaire, Madame Annie Genevard. Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bernard Buis. Vous le savez, je me suis toujours saisie de ce dossier du loup qui est un enjeu majeur pour le maintien de nos activités. C'est marrant, on peut dire ça pour tous les débuts de questions. Mais pas seulement, aujourd'hui c'est un problème national. L'an dernier, ce sont plus de 4000 attaques pour 11 000 bêtes tuées ou blessées, donc c'est tout à fait considérable. Et vous soulignez à juste titre le préjudice économique, mais le préjudice moral que ces attaques induisent et qui ne sont plus supportables. Nous avons apporté 52 millions d'euros au soutien des éleveurs victimes de ces attaques. Et je veux redire mon total soutien aux éleveurs, notamment de la Drôme, comme ma détermination à poursuivre et à accélérer les travaux engagés depuis 3 ans. Pour cela, il fallait aboutir au déclassement du loup. C'est désormais chose faite, vous le soulignez. Une avancée que la France soutenait fortement. Par ailleurs, un projet d'arrêté pris en application de la loi d'orientation d'avenir est en cours de signature. Il va être signé dans les prochaines heures. Il permettra notamment de procéder à des tirs de défense, même s'il n'y a pas d'attaque sur le troupeau. Vous soulignez à juste titre que nous allons, dans les prochaines semaines, les prochains mois, voir l'application de la directive européenne, qui va nécessairement modifier à nouveau la doctrine à l'égard du loup pour que cette application soit conforme au droit européen et puis qu'il y ait véritablement un changement lié au déclassement du loup. Il y a un point précis qui concerne le comptage des loups. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous dire que l'OFB a mis au point une nouvelle méthode qui consiste en un recueil d'indices génétiques pour apprécier au plus juste la population, le dénombrement de la population du loup, parce que c'est ça qui détermine le nombre de prélèvements. Je ne vous cache pas mon inquiétude. Dans les 6 premiers mois de cette année 2025, il y a eu beaucoup de prélèvements parce qu'il y a une forte prédation. J'espère que nous pourrons aller jusqu'à la fin de l'année avec le nombre de prélèvements autorisés. Mais en tout cas, cette question de l'application de la directive européenne se fera au regard de l'évolution des prédations parce que c'est véritablement un problème majeur pour nos éleveurs. Et vous avez tout à fait raison d'y revenir. Je vous remercie. On a failli vérifier la prédiction. Hein. Merci Madame la Ministre. Nous attendons toutes et tous cette transposition rapide, claire et efficace de cette décision européenne permettant de redonner aux éleveurs les moyens concrets de défendre leurs troupeaux, ainsi que la publication de l'arrêté sur le statut du chien de protection suite au vote de la loi d'orientation agricole. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Cédric Chevalier pour les Indépendants, République et Territoires. Le groupe des Indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le contexte de tensions extrêmes entre Israël et l'Iran, je souhaite, en associant ma collègue la sénatrice Laure Darcos et en lien avec le député de la Marne Xavier Albertini, attirer solennellement votre attention sur la situation particulièrement préoccupante de nos concitoyens bloqués dans ces 2 pays. Plusieurs ressortissants marnais, actuellement sur place, nous ont interpellés. Inquiets et désemparés, ils demeurent sans solution concrète pour regagner notre pays et retrouver leur famille. Et comment ne pas évoquer également le sort de Cécile Colère et Jacques Paris, détenus en Iran depuis mai 2022. Les frappes aériennes ont déjà provoqué la mort de nombreux civils en Israël et en Iran. Les risques pour nos compatriotes sont réels et immédiats. Leur sécurité ne saurait être garantie par la seule mise en place d'une ligne téléphonique ou d'une cellule d'écoute psychologique. Faute d'instructions claires du Quai d'Orsay, quelques-uns envisagent désormais des initiatives périlleuses. J'ai conscience de la complexité de la situation, mais notre diplomatie doit se traduire par des actes concrets. Il appartient à la France d'être proactive en liaison avec tous les acteurs régionaux pour mettre en place des couloirs d'évacuation sécurisés et assurer un rapatriement rapide de nos compatriotes. Plusieurs partenaires européens ont déjà exfiltré leurs ressortissants. Face à ces exemples, l'inaction française serait incompréhensible.
Rappelons qu'il n'a fallu que 3 jours pour rapatrier les croisiéristes du Madeline. J'ai confiance dans notre corps diplomatique et je tiens à rendre hommage à leur professionnalisme et leur engagement. Alors, monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre afin de garantir le rapatriement rapide et sûr de nos concitoyens? Oui, non, oui. On vous répond, Marrant, oui. au ministre de l'Europe C'est un et rire des jaune, Affaires quoi. étrangères, Jean-Noël Barrot. Mais Merci, comme Monsieur le d'habitude, sur les Président, questions internationales, Mesdames et en fait. Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, Les Ukrainiens merci l'ont constaté en pour premier. l'hommage que vous venez de rendre aux agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Téhéran, exercent leur mission dans des conditions extrêmement difficiles et parfois dangereuses. Et vous le savez, c'est leur mission, leur vocation et leur honneur que d'être dans toutes circonstances, et en particulier les plus difficiles, aux côtés de la communauté française. C'est vrai qu'il y a d'autres pays qui ont fait le choix d'évacuer tous leurs agents. Ce n'est pas le choix que nous avons retenu parce que, je l'ai dit, c'est l'honneur de la diplomatie française de se tenir aux côtés des communautés françaises, quelles que soient les circonstances. Dès vendredi dernier et le début des opérations militaires israéliennes, nous avons pris la tâche de nos ressortissants inscrits au registre, ceux qui habitent en Israël ou en Iran, pour les appeler à respecter les consignes de sécurité. Et nous avons invité tous les Français de passage dans ces deux pays à s'inscrire sur le fil d'Ariane qui nous permet de rester en lien avec eux. Nous avons ouvert une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je l'ai testée, elle fonctionne. Et nous avons réuni ou informé nos chefs d'îlots, c'est-à-dire les représentants des Français à l'étranger chargés de la sécurité de régions en Israël comme en Iran. Hier, j'ai réuni toutes les ambassades concernées, les services de l'État, et j'ai décidé que nous allions renforcer le dispositif d'écoute pour améliorer et faciliter la prise en charge, que nous allions également prendre contact avec les compagnies aériennes pour nous assurer de la disponibilité des places, que nous allions clarifier les voies de sortie en Iran vers l'Arménie et la Turquie, les voies de sortie d'Israël vers la Jordanie et vers l'Égypte. Et j'ai demandé à ce que nous soit proposé un ensemble de solutions qui seront présentées dans quelques minutes maintenant au Conseil de défense que le président de la République a convoqué, notamment pour faciliter et sécuriser la sortie par nos ressortissants du territoire israélien ou du territoire iranien. Vous le voyez, c'est malheureusement une situation que nous avons connue par le passé, mais nos agents sont pleinement mobilisés pour être aux côtés des Françaises et des Français. Et je le rappelle à chacune et à chacun d'entre vous, il convient, lorsqu'on se déplace à l'étranger, de veiller à la situation de ce pays. Il y a un site qui s'appelle le site Conseil aux voyageurs, qui depuis des mois maintenant recommande formellement à tous nos ressortissants de ne jamais se rendre en Iran, et qui depuis novembre 2023 prescrit à nos compatriotes de ne pas aller en Israël, sauf pour raison impérative. Donc suivez les conseils du site Conseil aux voyageurs. Eh ben, on a un dépassement de plus de 30 secondes. La prédiction est validée. Merde. Bon, bah, il y a 20 secondes, normalement. Monsieur le ministre, c'est vrai, notre République a le devoir d'assurer la protection de chacun de ses citoyens. Alors faites honneur à la France, assurez leur retour à la maison. Je vous remercie. Merci. Voilà, au moins un qui respecte son temps de parole. Collègue Sophie Briante-Guillemont pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, depuis vendredi dernier, la situation au Moyen-Orient s'est lourdement détériorée. Le conflit larvé entre Israël et l'Iran s'est transformé en guerre ouverte. Au milieu de cette guerre, il y a des civils, et au milieu de ces civils, nous avons des Français. En Iran, pays où 2 otages, Cécile Collère et Jacques Paris, sont encore retenus par le régime, 1 millier de nos compatriotes vivent aujourd'hui dans l'angoisse. Si une partie de ces Français est en mesure de fuir Téhéran et de se mettre à l'abri, en province ou à l'étranger, cette option n'est pas aisée. Elle implique de sortir du pays via des frontières terrestres, dont on ignore l'état de sécurité, et passer outre les pénuries de carburant. Une autre partie de ces Français n'a tout simplement pas les moyens matériels pour évacuer. Or, Téhéran est une ville où il n'existe pratiquement aucune infrastructure publique permettant de se protéger. Comment la France peut-elle assurer la protection des Français d'Iran ? Est-il possible d'ouvrir immédiatement l'enceinte de l'école française pour nos compatriotes souhaitant s'y réfugier ? Du côté israélien, la vie est désormais ponctuée par les alertes. Heureusement, des abris existent. Ils impliquent de se lever parfois plusieurs fois par nuit pour y trouver refuge. Il y a quelques jours, un quartier de Tel Aviv où résident de nombreux Français a été profondément endommagé. L'immeuble qui a abrité le consulat de France pendant plus de 20 ans a même été entièrement détruit. Les riverains doivent se reloger en urgence.
De même, ils sont des millions de touristes français actuellement bloqués en Israël, attendant une ouverture, ne serait-ce que temporaire, de l'espace aérien. Pour eux, est-il d'ores et déjà possible d'anticiper l'organisation de vols de rapatriement? Monsieur le ministre, les conflits internationaux se multiplient. Ukraine, Haïti, Soudan, Sahel, Liban. Partout, le réseau diplomatique français et nos agents répondent présents. Mais les crises ne cessent de s'amplifier. Elles deviennent plus violentes et plus longues. À l'heure où l'état de nature semble reprendre le dessus sur l'état de paix, n'est-ce pas le moment de repenser la réponse française aux gestions de crise? Car au milieu d'États qui se font la guerre, il y a surtout des civils qui en paient le prix. Merci. Et peu importe les civils, ce sont des la parole civils. est au ministre de l'Europe et des Affaires Ils étrangères. n'ont pas à être Noël des Barrot. dommages collatéraux. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, vous aussi, vous avez eu, je dirais, l'honnêteté de reconnaître le courage de nos agents. Dans les frappes qui ont eu lieu hier ou avant-hier, certains des logements des agents de notre ambassade à Tel Aviv ont été touchés. C'est dire à quel point le métier qu'ils exercent n'est pas dépourvu de danger. Et je vous l'ai dit, ils restent mobilisés. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités de la diplomatie française que de ne pas fuir devant le danger, de rester au plus proche des communautés. Je vous l'ai dit, s'agissant des ressortissants français, notamment ceux qui sont de passage en Israël et en Iran, le centre de crise et de soutien de mon ministère a élaboré un certain nombre de scénarios et de propositions qui seront tranchées dans quelques minutes par le Conseil de défense et de sécurité nationale que le Président de la République a convoqué. S'agissant plus particulièrement de nos 2 ressortissants, otages depuis 3 ans du régime iranien, Cécile Kohler et Jacques Paris, je voudrais d'abord vous dire que nous avons adressé aux autorités iraniennes comme aux autorités israéliennes des messages les alertant sur la présence dans la prison d'Evin de nos 2 compatriotes et sur la nécessité, s'agissant des autorités iraniennes, de les libérer sans délai pour assurer leur sécurité. Enfin, je voudrais rappeler, puisque vous élargissez la focale et que vous nous appelez à réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux protéger nos ressortissants dans un monde qui devient plus brutal, eh bien, je voudrais à mon tour lancer un appel à nos compatriotes. Et je ne parle pas de ceux qui se sont fait prendre par surprise par cette escalade militaire entre Israël et l'Iran, mais plus généralement à veiller à se tenir à l'écart des zones de conflit pour éviter eux-mêmes de se retrouver en situation de danger. Nous aurons, dans quelques heures, vous l'aurez compris, un dispositif permettant de répondre à bien des inquiétudes qui se sont exprimées. Et je salue le travail des sénatrices, des sénateurs, des Françaises et des Français établis à l'étranger qui, ces dernières heures et ces derniers jours, se sont fait les interlocuteurs en première ligne des attentes, des inquiétudes de nos compatriotes. Parce que ça veut dire quoi? Qu'on n'a plus le droit d'aller au Canada, on n'a plus le droit d'aller au Groenland? Le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous voyez pourquoi c'est compliqué cette question. Les socialistes maintenant. Et ça va être encore Jean-Noël Barrot qui va répondre. Le Président, depuis le 13 juin, Israël mène une vaste offensive contre l'Iran, ses sites nucléaires, ses usines de missiles et ses centres de commandement, faisant écho à la vive inquiétude exprimée par le directeur général de l'AIEA face à l'accumulation rapide d'uranium hautement enrichi par l'Iran. En riposte, l'Iran bombarde les villes israéliennes, dont Tel Aviv et Haïfa. Le bilan humain s'alourdit de jour en jour. Et je pense aux civils morts et blessés, et bien sûr à nos compatriotes présents dans les 2 pays. Au-delà de l'avenir de la région, ce qui se joue est l'équilibre du monde, qui depuis le 20 janvier et l'investiture du nouveau président de la première puissance économique et militaire semble toujours plus instable. Ce même président qui, par son retrait de l'accord de Vienne, est le premier responsable de l'escalade actuelle. Le régime iranien est sans contestation une source d'instabilité régionale et une menace pour la paix du monde, par son action et celle de ses proxys. Et nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris, otages d'État, sont toujours enfermés dans ces geôles. J'ai, comme nombre d'entre vous, aux côtés de nos 8 présidents de groupe, signé la proposition de résolution relative à l'inscription des passedarans sur la liste des organisations terroristes. Pour tout cela, l'Iran, comme l'ont réaffirmé hier les dirigeants du G7, ne pourra jamais disposer de l'arme nucléaire. Si Israël a incontestablement le droit de se défendre afin d'assurer sa sécurité, est-elle pour autant fondée à mener une guerre préventive, précisément au moment où se déroulent des développements diplomatiques importants, selon l'expression de la secrétaire générale adjointe de l'ONU?
Monsieur le ministre, comment la France, partie à l'accord de Vienne, ce vieux pays d'un vieux continent, qui dans ces moments où l'histoire bascule, comme en 2003, sait dire au monde ce qui est juste, peut-elle contribuer à la résolution de la crise en Iran et à Gaza, à une désescalade au Moyen-Orient et une réaffirmation du rôle du droit international et du multilatéralisme? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Barrot. J'ai l'impression d'être sous la France révolutionnaire, guerre préventive. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, la France refuse, et depuis longtemps, que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire, ce qui soulèverait des risques insupportables pour Israël, pour la région, pour l'Europe, mais également et plus largement pour l'ordre international. Pour autant, la France considère, et depuis longtemps, qu'il n'y a pas de solution militaire au problème nucléaire iranien. C'est la raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui à la retenue, à la désescalade, à l'arrêt des frappes. Et nous disons d'ailleurs que toute nouvelle frappe soulèverait des risques substantiels sans permettre pour autant d'éliminer définitivement le programme nucléaire iranien. C'est la raison pour laquelle nous appelons l'Iran à se rendre disponible immédiatement à la poursuite de négociations. Négociations auxquelles nous nous tenons prêts à participer puisque nous les avons conduites il y a 10 ans, que cela fait des mois que nous avons, avec les Britanniques et les Allemands, réamorcé ce travail à l'approche de l'expiration de l'accord sur le nucléaire iranien et que nous avons les idées très claires sur la manière d'obtenir des engagements de la part de l'Iran sur ce programme nucléaire. Ensuite, la France rejette ou dénonce l'attitude du régime iranien vis-à-vis de son propre peuple, vis-à-vis de la région et vis-à-vis de la France et de ses intérêts. C'est le programme nucléaire, le programme balistique que nous avons évoqué. C'est la livraison à la Russie de centaines de missiles, de milliers de drones dans la guerre d'agression contre l'Ukraine. C'est la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et c'est la détention arbitraire de Jacques Paris et Cécile Collère, otages depuis 3 ans, otages d'État, comme vous l'avez dit. Pour autant, la France défend et promeut le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et elle considère qu'on ne vient pas provoquer de changement de régime par la force, qu'il appartient au peuple de décider de leur propre destin et qu'elle fait confiance au peuple iranien pour décider du moment et des circonstances pour se libérer de ce régime contre lequel il a héroïquement résisté. C'est dans cet esprit-là que nous appelons les parties à la désescalade et au dialogue. Je suis vraiment content d'entendre Barrot dire qu'il n'y a pas de solution militaire. Notre collègue Céline Brulin en Iran pour le groupe communiste républicain citoyen. Allez, les communistes maintenant. Merci, Monsieur le Président. Le conclave sur les retraites a vu le nombre de ses participants se réduire à mesure que le gouvernement multipliait les lignes rouges empêchant tout bouger sur l'âge de départ et tout débat sur de nouvelles pistes de financement. Il n'aboutira vraisemblablement sur rien. Les Français, les salariés, qui doivent travailler 2 ans de plus sans aucune prise en compte de la pénibilité, ont le droit de savoir, Madame la Ministre. Ce conclave a-t-il été autre chose qu'une espèce d'assurance vie du gouvernement en mode « tant qu'il se réunit, le gouvernement survit » A-t-il vocation à préparer les esprits à la retraite par capitalisation? Les partisans de cette logique qui risquent de priver de retraite les salariés les plus modestes, d'affaiblir davantage encore les pensions de tous les autres, se démasquent en effet un à un. Ce conclave est-il la toile de fond de nouveaux coups durs comme la TVA prétendument sociale qui pénaliserait le pouvoir d'achat de nos concitoyens en exonérant toujours plus les entreprises et surtout le monde de la finance de leur contribution à la solidarité nationale? J'aime bien cette formule d'assurance vie du gouvernement. Ministre du Travail, de la Santé, je me la noter. Des solidarités des familles, Madame Catherine Vautrin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la sénatrice Brulin. Madame la sénatrice, vous parlez d'assurance vie. Mais vous avez raison, parce que si nous lisons le rapport de la Cour des comptes, si nous lisons le rapport du corps rendu la semaine dernière et signé par l'ensemble des membres du Conseil d'orientation des retraites, oui, il y a nécessité de trouver une assurance vie pour nos retraites. Parce que la vérité que nous devons aux Français, Madame la sénatrice, c'est que nous le savons tous, notre système de retraite aujourd'hui n'est pas totalement financé. Et c'est cela la question,
Et c'est cela l'esprit qui a prévalu lorsque le Premier ministre a proposé aux partenaires sociaux de se réunir pour travailler sur ce projet des retraites. Ce qu'il a proposé à l'époque, c'est extrêmement simple, c'est de dire vous pouvez travailler sur le sujet sans tabou, sans tantème, avec un objectif, assurer le financement structurel des retraites. C'est ce que les partenaires sociaux font. Alors effectivement, hier soir, ils ont acté que tous les points de convergence n'étaient pas réunis. Ils se sont donc donné rendez-vous lundi prochain. Nous sommes dans mercredi. 10 ans. Ils ont donc encore quelques jours pour continuer à travailler et travailler sur des sujets que vous avez précisément évoqués, c'est-à-dire la situation notamment de nos concitoyens et des salariés les plus concernés par l'usure professionnelle, la situation des femmes qui sont celles qui ont le plus de mal à avoir des carrières complètes. Donc faisons confiance aux partenaires sociaux pour avancer et garantir les retraites. Ah, donc il faut repousser l'âge de la retraite pour faire plaisir aux femmes, c'est ça? Merci Catherine. Madame la ministre, malgré les arguments que vous venez de développer et que vous resservez très régulièrement, vous n'avez convaincu aucun de nos concitoyens qui sont toujours extrêmement réfractaires à cette réforme des retraites. Il n'y a pas davantage de majorité au Parlement, comme l'a montré le vote intervenu la semaine dernière à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe GDR. C'est votre acharnement à refuser toute autre piste de financement durable de notre système de retraite par répartition, j'y insiste, qui provoque la crise politique et les blocages institutionnels que nous connaissons aujourd'hui. Vous vous grandiriez et vous apaiseriez notre pays en proposant que le débat se réouvre sur cette réforme rejetée massivement dans notre pays. Nous vous le demandons de nouveau et nous ne lâcherons pas sur ce sujet. Les Français nous le demandent, soyez au rendez-vous. Comme d'habitude avec les macronistes, on privatise les profits et on... Merci Monsieur le Président. Et on nationalise les coûts. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le ministre, il se murmure dans les allées du Salon du Bourget de belles perspectives de commande d'Airbus par les pays du Golfe. Et nous pouvons nous en réjouir. Elles confirment l'excellence et le rayonnement international de notre industrie. Mais la réindustrialisation de la France exige une vision globale à 360 degrés qui prenne en compte toute la chaîne de valeur. C'est particulièrement vrai pour le secteur aérien, filière stratégique de notre souveraineté, dont on ne prend pas tout à fait la mesure d'ailleurs. Or, ces ventes d'avions pourraient s'accompagner en contrepartie de nouvelles autorisations de vol pour les compagnies du Golfe vers la France. Afin que chacun mesure l'enjeu, une nouvelle ligne exploitée par ces compagnies, qui sont largement dopées aux subventions de leurs pays respectifs, crée 200 emplois en France. Une ligne Air France en mobilise 800, soit 4 fois plus. Donc une ligne saturée, ce sont jusqu'à 600 emplois français qui disparaissent. Pilotes, techniciens, maintenance, formation. C'est tout un écosystème national qui est fragilisé. Je rappelle que le pavillon français supporte déjà une fiscalité franco-française disproportionnée, des contraintes environnementales nécessaires mais unilatérales, créant une distorsion massive de concurrence. Comprenez que chaque ligne aérienne cédée, c'est un affaiblissement du pavillon français et de notre hub de Roissy-CDG, et donc un renforcement direct des hubs du Moyen-Orient. C'est bien là leur stratégie, modifier les polarités des échanges internationaux. Air France et Airbus sont deux piliers d'un même modèle industriel français, deux contributeurs de poids à notre balance commerciale. Les droits de trafic dans le cadre d'accords bilatéraux ne peuvent devenir une variable d'ajustement diplomatique. D'autres leviers de coopération pourraient être activés avec les pays du Golfe, technologiques, académiques, énergétiques. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement peut-il garantir que les discussions engagées avec les pays du Moyen-Orient ne se feront ni au détriment de l'emploi aérien français, ni de notre souveraineté industrielle? J'avoue que sur toutes les questions d'aéronautique, moi je suis un peu largué. La parole est au ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Rebsamen. Je rêve où il a dit la ministre. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fargeot, vous dire quelques mots. D'abord, excusez. J'ai la tête dans les nuages. En ce moment même, c'est l'aéro. Vous redire que les avions. Salon, le 55e Salon international de l'aéronautique et de l'espace, c'est une fierté française quand il se déroule au Bourget. Et cette filière aéronautique est un pilier stratégique, vous l'avez rappelé, de notre économie. Et l'État est au rendez-vous pour le soutenir, je voudrais le dire ici.
Et puis, souligner que notre pavillon aérien, vous en avez parlé, nos compagnies, comme Air France, bien sûr, sont indissociables de cet écosystème. Défendre le pavillon aérien, c'est, je le dis ici clairement, c'est défendre notre souveraineté industrielle. Et donc, sur la filière aéronautique elle-même, je voudrais vous rappeler que c'est un pilier stratégique de l'économie. Ça représente plus de 1000 entreprises, des champions mondiaux. On pense spontanément comme ça à Airbus, vous l'avez cité, mais aussi à Safran, à Thales et aux PME, PMI. C'est près de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça emploie des dizaines de milliers de salariés dans toutes les régions de France, et notamment en Occitanie, dans la Nouvelle-Aquitaine et dans le Pays de la Loire, essentiellement. Et c'est près de 100 000 salariés pour cela. Et donc, chaque avion construit en France, c'est une chaîne complète de valeur industrielle, conception, usinage, motorisme, assemblage, système embarqué. Et donc, l'État est au rendez-vous, je voudrais le dire encore. Nous avons la chance de compter, bien sûr, sur une grande compagnie aérienne dont l'État est actionnaire, et nous la défendons. Avec Philippe Tabarot, nous serons, ça répond à votre question précisément, extrêmement attentifs à ce que toute réouverture de négociations avec les Émirats arabes unis ne fragilise pas nos compagnies aériennes. Mais nous veillerons également à préserver, c'est normal, les équilibres de marché, les conditions équitables de concurrence et la nécessité d'adopter des clauses environnementales entre les compagnies aériennes et les compagnies étrangères, les compagnies aériennes françaises et les compagnies étrangères. Je vous remercie de votre question. La parole est à notre collègue Pascal Alizard pour le groupe Les Républicains. De ce que je vois, ça devait être Éric Lombard qui devait répondre. Marrant ce changement. Monsieur le ministre, depuis près d'un demi-siècle, le régime théocratique de Téhéran prêche la destruction d'Israël et a tissé un réseau d'affidés avec lesquels il déstabilise le Moyen-Orient. Ces groupes formés, armés, financés par l'Iran ont menacé ou attaqué régulièrement le territoire israélien et ils sont aussi une menace pour la communauté internationale. Les pogroms du 7 octobre n'auraient jamais été possibles sans le soutien iranien apporté au Hamas. Les récentes opérations ont visé un programme nucléaire qui, malgré des années et des années de négociations internationales, est sur le point de produire l'arme atomique et fait peser une mesure existentielle sur Israël. Dans ce contexte, les déclarations du président de la République sont peu claires. Monsieur le ministre, quelle est donc la position de la France vis-à-vis de ce conflit et de quel soutien disposons-nous? Bon, une question qui va à l'essentiel. La parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, au contraire, je crois que la position de la France est très claire. S'agissant en premier lieu du régime iranien, nous avons évoqué le programme nucléaire, le programme balistique, qui fait peser un risque existentiel pour Israël, la région, mais aussi pour nos propres intérêts européens et nationaux. Vous avez évoqué les actions de déstabilisation régionale de l'Iran, qui a soutenu des groupes terroristes, qui s'est félicité du massacre antisémite du 7 octobre, à la suite duquel 50 de nos compatriotes ont perdu la vie. Je voudrais citer également le soutien désinhibé de l'Iran à la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine, à hauteur de plusieurs centaines de missiles et milliers de drones. Et puis la détention arbitraire de nos deux compatriotes, Jacques Paris et Cécile Kohler, otages depuis 3 ans, détenus dans des conditions indignes, assimilables en droit international à de la torture. La position de la France et la voix de la France, elle repose sur la volonté d'atteindre la paix et la sécurité pour tous dans cette région, dont une part de notre avenir dépend. Et le moyen d'y parvenir, c'est un double refus. Le refus d'abord de l'Iran nucléaire, pour les raisons que vous avez très bien citées. Le refus d'autre part de voir Gaza occupée, de voir la Cisjordanie colonisée, de voir un groupe terroriste, le Hamas, continuer à retenir dans ces tunnels des innocents comme otages. Et tout cela passe par une solution reposant sur 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Donc en résumé, s'agissant de la crise actuelle, c'est la retenue, la désescalade et la réouverture des négociations, seules susceptibles de permettre l'élimination du programme nucléaire iranien. Et s'agissant de la crise, que nous n'oublions pas, qui se déroule à Gaza, où 51 Palestiniens affamés sont morts hier encore en allant chercher des vivres à une distribution alimentaire,
Eh bien, c'est la conférence que nous avons préparée activement, qui a enclenché une dynamique qui est désormais inarrêtable et que nous allons poursuivre parce que c'est la seule solution, c'est la seule alternative à l'état de guerre permanent. Pardon, mais quand je vois que la reconnaissance de l'État de Palestine pourrait être la solution à pas mal de problèmes de la région, mais qu'est-ce qu'on attend ? Merci, mais vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Je vous ai demandé quels étaient les soutiens de la France et non pas quels sont ceux de l'Iran. C'est la réponse que vous venez pourtant de me donner. Je note que dans cette région du monde que nous connaissons bien, les positions du président de la République ont tout de même très souvent varié. Le poids et l'influence de la France considérablement fléchis. Je suis désolé, mais c'est une réalité factuelle et je me dois de dire que notre ligne du pour autant est de moins en moins lisible et comprise. Notre capacité à peser sur le cours des événements est faible. Alors oui, pour éviter l'embrasement, une cessation des hostilités est évidemment souhaitable. Elle devra néanmoins éviter les erreurs du passé en ne laissant subsister aucune, je dis bien aucune, perspective d'un Iran nucléaire. Car pour autant, l'Iran, plutôt son régime d'ailleurs devrions-nous dire, poursuit son programme nucléaire malgré les négociations, met au pas sa population, je le rappelle, mais vous l'avez fait aussi à juste titre, Monsieur le Ministre, et détient toujours de manière arbitraire 2 Français dans des conditions inacceptables. Merci. La parole est à notre collègue Monique Lubin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Le retour des socialistes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre du Travail, les négociations entre les partenaires sociaux sur les retraites patinent depuis le début. Elles patinent parce que, tout d'abord, un certain nombre d'organisations syndicales et patronales ont quitté la table, estimant que les conditions de négociation sereines n'étaient pas réunies. Et elles continuent à patiner parce qu'il faut bien le dire, les syndicats qui sont restés là font des propositions, travaillent, mais se heurtent au mur du MEDEF qui ne veut rien entendre. D'ailleurs, après avoir entendu le patron du MEDEF ce matin, on peut douter sérieusement de l'issue de ces négociations, à tel point qu'on peut se demander d'ailleurs si le MEDEF a jamais eu l'intention de négocier réellement. Alors, Madame la Ministre, dans ces conditions, moi, je voudrais savoir si l'engagement du gouvernement qui avait été pris par le Premier ministre sera tenu, à savoir celui de revenir devant le Parlement avec au moins les propositions faites par les partenaires sociaux dans le cadre de la présentation d'un nouveau projet de loi. Une question un peu naïve. Hein. Quand on donne un gros bouton rouge de veto au MEDEF, faut pas s'étonner qu'il l'utilise. Hein. De la santé, Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Monique Lubin. D'abord, Madame la sénatrice, comme vous, je voudrais souligner qu'un certain nombre de partenaires sociaux continuent à travailler et rendre hommage au travail qui est le leur, puisque, comme vous le savez, ce sont plus de 6 réunions qui ont eu lieu entre les partenaires sociaux, puis des groupes informels qui ont également travaillé, ce qui veut dire que cela fait maintenant 4 mois qu'avec la mission d'accompagnement sur les retraites, il y a un travail important qui a été effectué. Et donc, j'en arrive à la question que vous m'avez posée, et j'ai sous les yeux ce qui d'ailleurs a été cité hier par le président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, mis sur son compte X et encadré en rouge. Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global, nous présenterons néanmoins les avancées issues des travaux des partenaires sociaux, sous réserve d'un accord politique et d'un équilibre financier global maintenu. Nous présenterons sur cette base un nouveau projet de loi. Ainsi, l'impératif de réforme pourra être satisfait dans une démarche de justice. Je ferme les guillemets, et l'ensemble de ces éléments, c'est le texte du courrier que Monsieur le Premier ministre a adressé aux différents partenaires sociaux, aux partis politiques, au moment de la mise en place du conclave. Telle est la réponse que je pouvais vous apporter. Madame Lubin. Donc, pas de réponse en fait. Et donc, Madame la Ministre, je pense que personne n'a vraiment compris si le gouvernement reviendrait devant le Parlement. Parce que moi, quand on me parle d'accord politique, un accord politique, c'est le Parlement, me semble-t-il, hein, qui doit le donner. Et vous avez effectivement relu la phrase « Nous présenterons sur cette base un nouveau projet de loi » si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord global. Je reprends. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Nous attendons effectivement
que tout ce qui est proposé par les partenaires sociaux soit rediscuté devant le Parlement. Et je voudrais aussi profiter de ces quelques secondes qui me restent. Ah bah c'est des éléments de langage. Vous dire que lorsque vous, Ça vos noie le collègues poisson. ou d'autres parlent du rapport du corps, il faut commencer par respecter les partenaires sociaux dont vous dites que vous les respectez. Le rapport du corps, tel qu'il a été présenté, tel qu'il a fuité, et on peut se demander d'ailleurs à qui le crime a servi, n'a pas été approuvé par les partenaires sociaux. Donc j'aimerais qu'on parle du rapport du corps, mais de celui qui a été approuvé par les partenaires sociaux. Mais des taquets. Hein. La parole Monique est à Lubin. notre collègue Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Allez, le retour des Républicains. Allez, c'est Elisabeth Borne qui va répondre. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale et concerne la problématique du remplacement, devenu majeur, remplacement des professeurs absents. Un professeur devant chaque classe à la rentrée, c'était la promesse martiale du Président de la République à l'été 2023. Un professeur devant chaque classe toute l'année, c'est beaucoup mieux, mais c'est malheureusement de plus en plus rare. En effet, les absences d'enseignants, avant tout pour raison de santé, le nombre d'heures non remplacées augmente de façon considérable. De 2018 à 2024, c'est plus 49% de cours non assurés dans le primaire, plus 93% dans le secondaire. Cette semaine, j'ai présenté devant la Commission des finances un rapport qui autopsie, entre guillemets, la profondeur du malaise. Alors, le système, il ne fonctionne plus. Le potentiel des remplaçants est insuffisant. L'attractivité de ce métier spécifique est en berne. Plus d'un professeur remplaçant sur 2 dans le secondaire aujourd'hui est un contractuel. Des formations sont quasi inexistantes. Il y a une organisation sclérosée. Et malheureusement, le mécontentement des parents aboutit à une fuite vers le privé ou à se tourner vers les tribunaux administratifs qui vont donner raison en plus. Alors, vous êtes conscient du problème. Pour l'instant, vos je suis d'accord. prédécesseurs aussi. Il y a eu des Le mesures, constat est partagé. par exemple le financement des heures de remplacement de courte durée par le pacte enseignant, le fléchage de nouveaux professeurs vers le vivier de remplaçants. Mais la coupe n'est pas encore pleine et il y a des mesures à prendre. J'en propose quelques-unes. Moi, je voudrais savoir ce que vous allez mettre en place à la rentrée, Madame la Ministre. Eh bien, Pour vous répondre, je crois qu'il y avait des sensations la dernière fois aussi. Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement, Alors, de la recherche. on tient pas ses promesses, Babette? Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Paccaud. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre question et pour les travaux que vous avez conduits sur un sujet essentiel pour la réussite de nos élèves. Mes équipes sont en train d'analyser les données très riches que vous mettez en avant dans votre rapport et je vous propose que nous puissions en échanger prochainement. Mais je sais que nous le mesurons tous. Le remplacement des enseignants est un enjeu majeur et une source de préoccupation pour les parents et pour l'ensemble de la communauté scolaire. Et je peux vous l'assurer, mon ministère est pleinement mobilisé sur le sujet. Ces dernières années, de nombreuses actions ont été menées pour améliorer le remplacement de courte durée. Vous l'avez mentionné notamment au travers du pacte enseignant. Plus de la moitié des missions est orientée sur cette priorité. Cette attention particulière a également conduit le ministère à se réorganiser afin de limiter les absences devant élèves générées par l'institution elle-même. Et en ce qui concerne plus particulièrement le premier degré, comme vous le préconisez dans votre rapport, je me suis appuyée sur la baisse démographique pour reconstituer les brigades de remplacement. Et à ce titre, ce sont 900 postes supplémentaires qui seront déployés à la rentrée 2025. Mais vous l'avez également mentionné, à ces tensions s'ajoutent depuis ces dernières années des difficultés pour recruter dans certains territoires et dans certaines disciplines. C'est pourquoi j'ai lancé une réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants qui doit améliorer les conditions de formation, mais aussi permettre de susciter davantage de vocations. Alors, sans attendre, il faut aller plus loin et je présenterai dans les prochains mois des mesures complémentaires dans le cadre d'un plan dédié au remplacement des enseignants qui prendra pleinement en compte vos recommandations, monsieur le sénateur. Je vous remercie. Bon, est-ce qu'il est convaincu? Quelques secondes. Tout petit mot pour rajouter que l'absence des professeurs, elle est d'abord dû à des conditions de travail souvent dégradées. Oui. C'est déjà la base. Voilà. Oui. Mais pour terminer, je veux dire un mot du cœur que tous partagent ici. Vive l'école. Eh bien,
La parole est à notre collègue Patrick Chauvet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée du numérique. J'y associe ma collègue Catherine Morin-Desailly qui a beaucoup travaillé sur la régulation des grandes plateformes numériques. Madame la ministre, vendredi dernier, le tribunal pour enfants de Nanterre a condamné 2 garçons de 14 ans pour le viol à caractère antisémite d'une jeune fille de 12 ans. Quel rapport avec votre portefeuille ? Le procès a révélé sans surprise que les auteurs de cet acte odieux étaient abreuvés de haine sur les réseaux sociaux. Avec l'émergence des plateformes, les cas de harcèlement, d'agression et de violence en ligne se multiplient. Depuis 20 ans, les dangers que font peser ces réseaux sur la société sont régulièrement dénoncés. C'est pourquoi le président de la République propose désormais d'en interdire l'accès aux moins de 15 ans. Mais une autre question se pose, plus simple encore. Ne faut-il pas, plus globalement, interdire l'anonymat sur ces réseaux ? C'est bien souvent l'anonymat, en donnant l'illusion de l'impunité, qui permet le déchaînement des pulsions les plus violentes. On invoque souvent la liberté d'expression pour justifier l'anonymat. Mais cet argument ne tient pas. La liberté d'expression va de pair avec la responsabilité. Or, l'anonymat en ligne permet trop souvent d'échapper à toute forme de responsabilité. Dans les faits, cet anonymat est largement illusoire. Quand il faut identifier un auteur, on y parvient en trouvant son adresse IP. Mais on agit trop tard, une fois que le mal est fait. Supprimer l'anonymat, c'est agir en amont par prévention. Un peu de transparence peut également être apaisant et contribuer à une société plus sereine. Madame la ministre, combien de drames faudra-t-il encore ? Combien de temps allons-nous encore attendre avant d'agir ? L'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux fait-elle partie des pistes envisagées par votre ministère ? Et si oui, comptez-vous interroger la Commission européenne sur la compatibilité d'une telle mesure avec le droit européen ? Je vous remercie. J'aime bien parce que sa question, elle se contredit elle-même. Quand est-ce qu'on lève l'anonymat ? On n'est pas anonyme sur Internet. La ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Madame Chapaz, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chauvet, je vous remercie pour cette question très importante parce qu'elle touche de nombreux de nos concitoyens. Le déversement de haine en ligne, c'est bien une réalité et je sais qu'en tant que personnalité publique, vous êtes directement confronté à ce déversement de haine en ligne. Ce déversement de haine en ligne, il conduit à du cyberharcèlement, il conduit à de l'isolement, il conduit à de la détresse, il conduit parfois au pire. Je pense notamment aux plus jeunes qui, parfois, commettent l'irréparable après des attaques en ligne. Ce déversement de haine en ligne, pourtant, oui, il repose parfois, et je crois qu'il faut le regarder en face, sur cette question du pseudonymat, qui peut donner ce sentiment d'impunité, d'anonymat aux acteurs de la haine en ligne, et qui pourtant est utile aussi pour certains, pour pouvoir s'exprimer, alors qu'ils ne le pourraient pas dans d'autres manières, sans cette condition-là. Pour autant, je crois qu'il faut être clair, vous l'avez été, il n'y a pas d'anonymat en ligne. Ah voilà. Il n'y a pas d'anonymat en ligne parce qu'aujourd'hui, les plateformes sont bien responsables de collecter les informations de connexion, de connecter les adresses IP et d'en faire bon usage quand il y a besoin. Il n'y a pas d'anonymat, pas plus qu'il n'y a d'impunité en ligne. Et je crois qu'il faut le répéter. Quand aujourd'hui, une personnalité comme Thomas Joly est cyberharcelée, c'est 7 personnes qui sont condamnées à des peines, qui vont jusqu'à des peines de prison, 7 mois, 8 mois même, avec sursis. Pour autant, vous l'avez dit, la situation est ce qu'elle est et je mesure la détresse que de nombreux de nos concitoyens ressentent sur ces réseaux sociaux, ressentent face à ces situations. Nous avons fait beaucoup, je pense à Pharos, au parquet numérique national, je pense aussi bien sûr à la loi Sren qui permet le bannissement des réseaux sociaux, je pense au DSA qui met la responsabilité sur des plateformes. Digital Service Act. Ne satisfait pas pleinement, puisque cette détresse, elle est bien réelle. Alors oui, il faut regarder toutes les options, à commencer par interdire les réseaux sociaux avant 15 ans pour protéger les plus jeunes. C'est un combat que je porterai avec tous mes collègues du gouvernement. Nous sommes bien sûr attachés à combattre la haine en ligne et en faire une réalité. Je vous remercie. Merci. Ça, c'est fou. Là, 2 minutes 4, il faut conclure. Dis donc, Gérard. Pour le groupe Les Républicains. Fais gaffe, Gérard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous sommes malheureusement dans cet hémicycle très nombreux à avoir déjà interrogé vos prédécesseurs sur la question des gens du voyage. Malheureusement, sans aucun résultat probant. Nous sommes tous confrontés dans nos communes à des stationnements illégaux,
des installations massives sur des terrains communaux, des stades de foot, des parkings, des zones d'activité, parfois même en pleine saison touristique ou économique. Ces installations, bien sûr, entraînent des dégradations et des tensions croissantes, un sentiment d'injustice, d'abandon, tant chez les habitants que chez les élus locaux, bien qu'ils aient rempli leurs obligations de création d'aires d'accueil, mobilisé des moyens techniques et des investissements conséquents. Ce type d'événement révèle les limites de notre dispositif juridique opérationnel actuel. Pire encore, nous avons subi en Moselle à plusieurs reprises, et encore récemment en 2023, le rassemblement évangélique de près de 40 000 gens du voyage, et celui-ci semble se reprofiler cette année. Vous connaissez les troubles très importants qu'ils engendrent, tant à la sécurité qu'à la salubrité, qu'à la tranquillité publique. Alors ma question, monsieur le ministre, que projetez-vous de faire pour régler ces situations et concrètement, empêcherez-vous ce nouveau rassemblement évangélique en Moselle cette année? Rassemblement évangélique. Pour vous répondre, la parole est au ministre. Ça parle à des gens ici, Du ministre d'État, sur YouTube aussi, ministre de l'Intérieur, monsieur François-Noël. c'est pour me le dire. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, question importante. Peut-être rappeler, à l'occasion de cette question, qu'en 2024, 1328 grands déplacements ont été organisés par les gens du voyage. C'est marrant, on a eu la même Sur question ces à l'Assemblée 1328 nationale tout à l'heure. qui se sont déroulés dans 78 départements. 569 avaient un caractère illégal. 1 sur 3 est illégal. Devant la difficulté rencontrée sur le plan juridique et administratif, notamment de pouvoir agir rapidement pour faire évacuer ces terrains occupés illégalement, nous avons mis en place il y a récemment une commission de travail présidée par le préfet à l'Oncle, commission dans laquelle un certain nombre de sénateurs et sénatrices participent activement. Elle s'est réunie pour la dernière fois la semaine dernière pour acter plus d'une vingtaine de mesures susceptibles de pouvoir être votées de façon à lutter fermement contre ces situations. Nous nous reverrons le 7 juillet prochain pour terminer ces analyses, une partie de nature réglementaire, une partie majoritaire et de nature législative, et nous aurons l'occasion de proposer un texte d'ici la fin du mois de juillet. Mais je voudrais dire que ce jour, à Toulouge, je ne me trompe pas en prononçant le nom de cette commune des Pyrénées-Orientales, une occupation du stade de rugby a été faite et les services de la préfecture se sont mobilisés fermement pour procéder à une évacuation qui a eu lieu le même jour. Donc efficacité parfaitement importante qu'il faut souligner et redire que dans les jours qui viennent, une circulaire sera prise pour être adressée à tous les préfets pour attirer leur attention sur la situation particulière d'un certain nombre d'occupations. Et enfin, en ce qui concerne l'association Vie et Lumière, qui organise tous les 2 ans, d'ailleurs, de grands rassemblements de plus de 20 ou 30 000 personnes, ne l'a pas fait en 2024 pour les raisons des Jeux Olympiques, et s'est réunie à Nevoy il y a quelques semaines. Les services de l'État ont été fortement mobilisés et on peut dire que globalement, les choses se sont passées positivement. Pour le prochain grand rassemblement, nous ne savons pas encore à quel endroit il pourra se dérouler. Les discussions sont en cours, mais en tous les cas, la fermeté d'organisation reste absolue et la détermination du gouvernement. Merci. Bon, est-ce que la sénatrice est convaincue? Monsieur le ministre, il s'agit de rétablir un équilibre juste entre liberté de circulation et respect de l'ordre public. Nous avons, au niveau du Sénat, avec mon collègue, monsieur Richard, déposé des textes qui ne sont jamais allés au-delà de cette Assemblée. Le sujet cristallise de vives tensions et appelle des réponses rapides, lisibles, concrètes et des actes forts. Je compte sur vous pour faire évoluer ce cadre dans un esprit de fermeté, de responsabilité et d'équité que je vous connais. Merci. La parole est à notre collègue Sébastien Fagna pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. La dernière question des socialistes pour aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je souhaite associer à mon propos mes collègues normands Corinne Ferré et Didier Marie. Ah, la Normandie. La SNCF a la une LNPN aide vis-à-vis de la Normandie. Oui. Les mots sont ceux de Guillaume Pépi, alors PDG de la SNCF. Ils ont été prononcés au Havre le 4 mai 2010. 15 ans après, la situation n'a que peu changé. Elle s'est même empirée la semaine dernière avec la validation par le Conseil d'État du schéma directeur de la région Île-de-France. En effet, le SDRIF ne fait aucunement mention du tracé de la ligne nouvelle Paris-Normandie et compromet ainsi sa réalisation. Cette situation est la conséquence de l'hostilité de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France envers cette infrastructure pourtant vitale pour nos 2 régions. Son opposition s'apparente à un insupportable mépris envers notre région, ses habitants, ses entreprises et ses élus. Je suis entièrement d'accord. C'est non seulement un déni d'aménagement du territoire, mais aussi un revers à l'indispensable transition écologique. Il est entendu que la séparation intégrale des flux normands et franciliens entre Paris et Mantes
contribuera immanquablement à développer le fret ferroviaire. La concrétisation de la LNPN est essentielle pour la croissance économique de la vallée de la Seine, de Haropa-Port et de la Manche à travers le projet Aval du futur mené par Orano. Ce sont les raisons pour lesquelles la Normandie a toujours eu la volonté unanime de trouver un consensus. Nous entendons et respectons les interrogations exprimées par une partie des Yvelinois. Il faut y apporter des réponses concrètes. L'urgence est aujourd'hui à soutenir fermement ce projet d'intérêt national, symbole de la planification écologique et des mobilités décarbonées. Le SDRIF ne peut et ne doit pas sonner le glas ferroviaire de la Normandie. Monsieur le ministre, au-delà de la nécessaire réaffirmation du soutien résolu de l'État lors du comité de pilotage qui se tiendra dans 15 jours, et en écho aux travaux en cours de Ambition France Transport, les 3 millions de Normands ont besoin d'engagements tangibles sur le calendrier et le financement public de la LNPN. Quelles garanties pouvez-vous leur adresser aujourd'hui au nom de l'État? Je vous remercie. La Normandie est une des régions métropolitaines les moins bien dotées au niveau du ferroviaire. C'est pour ça que la LNPN, on y est très attentif, nous, en Normandie. Merci, alors, Monsieur quelle le va être la Président, réponse du gouvernement? Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Sébastien Magne. Vous dire que je réponds, je l'ai expliqué tout à l'heure, à la place de Philippe Tabarot qui est présent au Salon du Bourget. Mais vous avez évoqué l'intérêt de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Je l'appelle ligne nouvelle, mais elle dure depuis très longtemps, en tous les cas dans l'esprit des Normands, et pas que. C'est un projet d'intérêt national, et je voudrais le dire ici. Qui a été reconnu comme tel. Cette ligne répondre aux besoins croissants de mobilité qui existent entre Paris, l'Île-de-France et la Normandie, tout au long de vallée de la Seine. Elle améliorera d'une part la régularité, nous le souhaitons, la capacité et la rapidité des liaisons ferroviaires. Et pour cela, de nouvelles modalités de financement ont été évoquées à Bercy la semaine dernière. Nouvelle méthode également de travail, puisque une concertation sur ce projet a été engagée autour du Premier ministre. La nomination du préfet Castel en tant que nouveau délégué interministériel est un premier jalon que vous attendez, je pense, de cette nouvelle approche. Il a d'ores et déjà rencontré l'ensemble des élus concernés. Enfin, je voudrais vous dire que, signe de cette nouvelle méthode, le ministre des Transports présidera le 1er juillet prochain à Giverny un comité de pilotage élargi à l'ensemble des parties prenantes. Je pense que vous l'attendez, les élus de Normandie, c'est sûr, mais aussi ceux de l'Île-de-France, dont vous avez parlé et qui, pour le moment, participent au financement des études. Représentants des intercommunalités et des instances économiques des deux régions. Ce comité de pilotage, assurément, constituera le deuxième jalon de ce nouveau départ que vous souhaitez et que nous souhaitons pour la ligne nouvelle Paris-Normandie. L'objectif est en effet de redonner au projet un sens commun, mais aussi partagé, répondant à des tracés de moindre impact et répondant surtout aux besoins actualisés des territoires que vous avez cités. Je vous remercie de votre question. On a besoin de la LNPN. Vous avez quelques secondes, si vous le souhaitez, pour aller à leur hangar. Merci, monsieur le ministre. Je souhaiterais simplement ajouter le temps des bonnes intentions est révolu, celui de la concrétisation est venu, et nous l'espérons, et nous continuerons à nous mobiliser pour cela. Je vous remercie. Oui, parce que ça fait déjà 15 ans. La parole est à notre collègue Françoise Dumont pour le groupe Les Républicains. Dernière question des Républicains pour aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le ministre, dans le cadre du congrès Urgence 2025 qui s'est tenu dernièrement à Paris, vous avez annoncé, je cite, « Le numéro unique est une idée séduisante sur le papier, mais elle impose une rupture organisationnelle majeure. » Vous avez également rajouté que cela devrait être conduit uniquement là où il y a des volontés, où c'est pertinent et efficient. Vous avez conclu ce point en précisant, je cite encore, que force est de constater qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour aller beaucoup plus loin sur ce sujet, à savoir celui de la généralisation de la mise en place d'un numéro unique d'urgence. La loi Matras de 2021 prévoyait pourtant la mise en place de 3 degrés d'expérimentation du numéro unique de secours sur une zone donnée pour en faire un bilan à l'issue de 2 années. Cette expérimentation n'est toujours pas lancée. Pour autant, et sans attendre, comme vous le savez, il existe déjà sur le territoire national plusieurs exemples de rapprochement de services, voire de structuration de centres uniques pour traiter les appels d'urgence qui fonctionnent très bien, et ceci sans remettre en cause le principe de la régulation médicale. Exemple précis encore, ce lundi, une panne généralisée du réseau SFR
dernière a montré les limites des différents numéros d'appel d'urgence français. Ainsi, dans mon département, le Var, entre autres, seul le 112 permettait de joindre les secours, alors que le 18, notamment, ne fonctionnait plus. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous préciser devant la représentation nationale votre position sur la question du numéro unique d'urgence en France? C'est fou, mais oui, c'est important. Chargé de la santé et de l'accès aux soins. Quand t'as pas de réseau, comment t'appelles les secours? Ouais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, Madame la sénatrice Dumont, merci de poser cette question pour refaire le point sur le numéro unique d'urgence. Et je sais que vous y êtes, en tant qu'ancienne présidente du SDIS du Var, particulièrement attachée. Alors effectivement, la loi Matra, c'est un sujet qui date, avait prévu une expérimentation qui associait bon nombre de départements, particulièrement dans ma région, avec la Savoie, la Haute-Savoie, avec l'Ain, et puis des départements témoins, le Rhône et le Puy-de-Dôme. Malgré des réserves de fonds, le ministère de la Santé a pleinement participé à ces expérimentations et nous avons donc tenu nos engagements. Aujourd'hui, nous constatons des difficultés au niveau de certains SDIS, notamment le SDIS du 74, qui a ralenti l'expérimentation. Donc nous sommes favorables à une coopération renforcée, mais nous ne pouvons pas poser l'obligation d'un numéro unique qui poserait des difficultés, qui mettrait en cause la sécurité de la prise en charge des patients. Tout ça dans la logique de services d'accès aux soins, puisque vous savez que le service d'accès aux soins s'est développé partout en France pour limiter l'afflux de patients, notamment aux urgences. C'est 75 millions, Madame la sénatrice, d'appels qui sont traités par an. Et il y a un risque de désorganisation réelle. Par ailleurs, un certain nombre de pays, le Royaume-Uni, le Canada et même la Suisse, plus récemment, ont abandonné le numéro unique. Donc nous devons avancer sur d'autres sujets dont nous savons l'opportunité. Les plateformes communes, notamment colocalisées, qui réunissent pompiers et urgentistes, là où il y a des volontés locales et là où c'est pertinent et efficient. Il y a également un autre système, et vous l'avez évoqué, c'est celui de l'interconnexion des systèmes d'appel, qui peuvent être des solutions tout à fait efficaces sans forcément fusionner les dispositifs. Donc il y a urgence effectivement d'avancer et de pouvoir justement ne pas attendre la fin de l'expérimentation pour lancer cette mission d'évaluation des plateformes existantes pour justement avoir une réponse rapide, adaptée, sécurisée à l'ensemble des appels que nous recevons en France pour prendre en charge nos patients. Je vous remercie. Ça me rappelle mes process de travail de mon ancien taf. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, lors d'une intervention de secours à personne, chaque seconde est majeure. Pourtant, en cas d'urgence, les Français sont confrontés à pas moins d'une dizaine de numéros d'urgence. Et s'ils composent le 15, ils ne sont pas certains d'avoir une réponse rapide, ce qui est tout de même délétère pour notre population. Notre seule boussole doit toujours être la sécurité des personnes et rien de moins. Merci. Merci. Et la dernière question sera posée par l'Union centriste. Pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Merci Monsieur le Président. Allez. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. On parle souvent de l'indépendance énergétique. On parle souvent de l'indépendance alimentaire. Il y a quelques années, nous avons, nécessité oblige, parlé de l'indépendance sanitaire. Mais aujourd'hui, une autre nécessité se fait jour. Elle concerne notre indépendance vis-à-vis du métal le plus utilisé au monde. Je veux parler de l'acier. L'acier est partout. Il est dans nos maisons, nos usines, nos infrastructures, nos moyens de transport. Nous sommes en plein salon du Bourget et il constitue à peu près 10% d'un appareil. Bref, l'acier, vous l'avez compris, est au cœur de notre économie et pourtant, notre pays n'en produit pas assez pour ses propres besoins et nous sommes donc là aussi dépendants de pays tiers tels que la Chine, l'Inde ou encore la Turquie. En 2023, nous avons importé 10 millions de tonnes d'acier, soit, écoutez bien, environ 70% de notre consommation nationale. Ah la vache. 70% d'importations en provenance de pays dont le moins qu'on puisse dire est que ce ne sont pas forcément les pays les plus vertueux en matière environnementale ou sociale. Et pendant ce temps, chez nous, et plus largement d'ailleurs sur notre continent européen, les grands aciéristes tels ThyssenKrupp ou encore ArcelorMittal enchaînent les plans de restructuration. La production d'acier dans l'Union européenne a ainsi diminué de 30% depuis 2008, entraînant la perte de plus de 100 000 emplois. Alors, Madame la Ministre, ma question est aussi simple que cruciale. Quelle est la stratégie du gouvernement pour endiguer ce déclin industriel de l'acierie française qui, une fois de plus, fragilise totalement une bonne partie de notre économie nationale et européenne? Qu'est-ce qu'on fait pour notre acier? La parole est à la ministre en charge des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, vous avez raison, l'acier est partout.
mais il n'est pas très visible dans nos débats, malheureusement, alors que c'est un secteur absolument stratégique. L'acier est une composante de base de très nombreuses chaînes de valeur. Ce sont des centaines de milliers d'emplois aujourd'hui en France, et c'est un élément indispensable, vous l'avez dit, de notre souveraineté. C'est une industrie qui est fragilisée. Vous avez parlé de surcapacité, vous avez parlé de concurrence internationale déloyale, de hausse des prix de l'énergie, de contraction de la demande d'acier étant très liée à celle de la croissance économique plus généralement, du processus de décarbonation. Et nous devons donc trouver un bon équilibre, un meilleur équilibre à la fois en France, en Europe, dans le monde, pour que nous puissions avoir un cap clair et donc des capacités industrielles préservées. L'enjeu, au fond, c'est de retrouver de la compétitivité, c'est-à-dire d'avoir des prix de l'énergie qui soient plus adaptés, d'avoir une stratégie de décarbonation financée, comme le fait aujourd'hui l'État, notamment grâce aux appels à projets sur la décarbonation, 1,6 milliard d'euros en 2025, mais également et peut-être surtout une protection commerciale contre la concurrence déloyale. Je veux vous rappeler que nous avons gagné une grande bataille puisque la clause de sauvegarde sur l'importation d'acier est maintenant en œuvre au niveau européen. C'est au fond comme un quota. Au-delà d'un certain seuil d'importation, une taxe de 25% s'applique et cela permet de protéger la filière de la concurrence déloyale, des surcapacités en particulier chinoises, avec qui l'écart de prix est aujourd'hui de 20%. La France veut aller plus loin. Nous voulons que cet nouvel instrument soit opérationnel combien, ces quotas au 1er janvier, parce que nous sommes d'accord sur l'outil, nous ne l'avons pas encore mis totalement en œuvre. Et l'objectif, c'est d'avoir un quota maximum de 15% d'acier plat chinois dans la consommation européenne. Merci de la réponse. Surtout, et vous le savez, nous voulons continuer à construire l'avenir de la sidérurgie en France. Je veux ici citer 2 entreprises, Gravity et Marcegaglia, qui sont 2 entreprises qui investissent aujourd'hui massivement en Europe pour produire l'acier de demain chez nous. Je vous remercie. Monsieur Demilly. Merci, merci Madame la Ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h35 pour l'examen de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation. La séance est suspendue. Allez, voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au Sénat. J'espère qu'elle vous aura plu. Pas mal de sujets. Finalement, on aura parlé, comme à l'Assemblée nationale, pas mal d'international, de l'économie, des retraites, du budget, voilà, au sens global, et avec quelques actions locales, en particulier la Ligue Nouvelle Paris-Normandie. Je suis content de l'avoir parce que c'est aussi une actualité qui nous a marqué, nous, en Normandie. Donc, c'est normal, les questions d'actualité au gouvernement font l'objet des points d'actualité. Voilà. Je vais couper cette VOD Twitch, YouTube. Oh là là, ça y est, moi je suis aux fraises. J'espère qu'elle t'aura plu, YouTube. Encore une fois, merci d'avoir regardé massivement la dernière VOD de questions d'actualité au gouvernement. Content qu'elle t'ait plu. On continue le format. N'hésite pas à laisser des commentaires, notamment sur parfois des petites suggestions qui pourraient te venir en tête. Voilà, je suis toujours preneur de suggestions. Et puis bien sûr, un pouce en l'air, un abonnement, et je serai le plus heureux du monde. Voilà, je m'arrête là pour cette VOD YouTube. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt.